Le mana commence par nous montrer une tour magique de nuit. À l'un des étages supérieurs, les lumières sont toujours allumées lorsqu'on entend un homme crier. Alors que des chaînes sont visibles partout dans la pièce, quelqu'un lui dit de se ressaisir et qu'elles ne font que commencer pour qu'il ne s'évanouisse pas. On entend un autre homme dire qu'il insère à nouveau le stimulant, ce qui provoque un cri encore plus fort qu'avant. Alors qu'on voit du sang jaillir, ils disent que cela a duré 461 secondes au total, et il semble que cela ait duré un peu plus longtemps avec le réactif de cette fois. D'après les résultats aussi clairs qu'ils ont obtenus, un sujet d'expérimentation talentueux est vraiment différent. On voit leur sujet de test couvert de sang. Alors qu'on apprend qu'il se trouve à l'intérieur de la tour magique de Bohème, tout un groupe de personnes fait des recherches sur lui. Il s'avère que les 461 faisaient référence au 72e stimulant du circuit de puissance magique. Ils commencent à discuter des effets du stimulant sur le corps de l'homme, qui, je suppose, est le maître de la tour, et dit qu'ils doivent également insérer un stimulant d'expansion de la mémoire. Et ils regardent le sujet de test de haut en bas tandis que nous apprenons qu'il s'agit en fait de la tour la plus puissante de l'Empire. L'homme nous dit qu'il est en train de mourir lentement. Si vous vous demandez comment quelqu'un comme lui, qui aurait possédé un esprit doué, a fini comme ça, c'est très simple. Il est monté trop haut pour quelqu'un de son calibre. La tour magique leur dit de manifester de force le stimulant. Alors qu'il commence à cracher du sang, ses yeux semblent extrêmement fatigués. Il commence à ressentir une douleur intense dans la poitrine et crie plus fort que nous ne l'avions jamais entendu auparavant. Il commence à les supplier d'arrêter. Les chaînes cliquettent tandis qu'il continue d'essayer de se libérer, leur disant d'arrêter. Le maître dit qu'il est tellement bruyant, disant à tout le monde de se présenter au rapport une fois l'expérience terminée. Ils disent avoir compris et il s'en va tandis que l'homme se demande pourquoi il meurt dans un endroit où il a toujours rêvé d'être. Alors que son sang commence à remplir le cercle magique sur le sol, on lui dit une fois de plus de se ressaisir tandis qu'il commence à le tirer par les cheveux. Puis on apprend que l'homme s'appelle Verdant. On se moque de lui parce qu'il n'a aucun talent de mage. Apparemment, il a fait des bêtises parce qu'on l'a félicité pour son intelligence. C'est pourquoi sa force vitale et ses connaissances sont extraites dans ce laboratoire de recherche secret. Il lui dit d'aller de l'avant et d'agir comme il le faisait avant. Mais il semble que Verdant puisse à peine parler et ses yeux sont fixés sur le sol. On voit une fourmi ramper. Jusqu'ici, on a déjà beaucoup de symbolisme sympa. J'aime bien où ça nous mène. L'homme lui demande s'il est sourd puisqu'il ne le regarde pas et se demande ce qui attire son attention. Il baisse donc les yeux et voit l'une des fourmis de l'expérience. Il leur dit qu'ils doivent gérer ça correctement car ils ne peuvent même pas s'occuper de quelque chose de simple et il s'appelle Weller. Il piétine la fourmi en les traitant d'inutiles et dit que ce connard est en fait un insecte lui-même car il n'a pas une once de pouvoir magique pour briser sa seule chaîne. C'est pour ça qu'il n'y a aucune réaction du tout. Mais c'est une bonne chose pour eux après tout. C'est grâce à lui qu'ils ont maintenant un sujet d'expérimentation de rang S avec qui jouer. On apprend qu'il est en fait entré dans la tour magique avec un ami, mais que son ami a été parrainé pour étudier à l'étranger et ils ont pitié de son ami Roland d'avoir quelqu'un comme lui à ses côtés. On commence à se moquer de lui parce qu'il est si peu doué. Et tandis que Véridin regarde le cadavre de la fourmi et son corps tout détruit, il dit qu'il comprend et il serre les dents. Il dit que tout ce qui se passe en ce moment est dû à sa faiblesse. Il commence à marmonner et Weller lui dit de parler plus fort. Verdun hurle alors, leur ordonnant à tous de la fermer tandis qu'il se met à pleurer des larmes de sang. Tout cela a commencé il y a 15 ans. Il a grandi dans un orphelinat parce qu'il n'a pas de parents et tout ce qu'il voulait, c'était devenir un mage incroyable. Finalement, il est entré dans la tour magique en tant qu'ouvrier normal afin d'apprendre la magie. Peu importe à quel point il travaillait dur, il ne pouvait pas devenir mage car sa limite de croissance était fixée au rang 1. C'était le test de compatibilité des mages qu'il a passé à l'âge de 7 ans. Cela signifiait simplement qu'il ne pourrait jamais devenir mage car il était totalement dépourvu de talent. C'était en quelque sorte la condamnation à mort pour lui dont le rêve de toujours était de devenir mage. Mais malgré cela, il refusait d'abandonner car son seul rêve était de le devenir après tout. Il jetait un œil en secret à tous les livres de sorts laissés dans les pièces pendant qu'il travaillait comme ouvrier dans la tour magique. Il a également appris l'essentiel de nombreux livres qui se trouvent dans la bibliothèque de la tour. Et même s'il n'a pas beaucoup de pouvoir magique, il était sûr de lui en matière d'intelligence. Après quelques années, il était considéré comme un génie. Et il a pu devenir chercheur à la tour magique. Un homme dit qu'il est en fait plus qu'un génie, car comment un chercheur normal est-il censé penser à quelque chose comme ça? C'est quelque chose que toute la tour magique reconnaîtrait. Même le maître Balrog. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé la vérité qu'il ignorait lui-même.
Son intelligence n'est pas un talent. Elle relève du génie. Il remercie l'autre chercheur nommé Lucar, lui disant qu'il doit prouver sa thèse avant qu'elle ne soit présentée, et que c'est entièrement grâce à lui. Lucar lui demande de quoi il parle, lui demandant s'il est la première personne à qui il montre cela, et s'il ne l'a montré à personne d'autre. Véridin dit que c'est exact, et qu'il est le seul avec qui il l'a partagé. Lucar était le seul chercheur dont il était proche, et il était reconnu par lui après si longtemps, et il pensait qu'il pourrait peut-être rester à la tour jusqu'à ce qu'il présente sa thèse comme si c'était la sienne. Il était déjà trop tard lorsqu'il l'a découvert, et il est allé directement voir Balrog, le suppliant de le croire. Comme cette thèse était la sienne, elle a disparu la veille de sa présentation, et Lucar l'a soumise sous son nom. Balrog lui demande s'il dit vraiment que l'auteur de la théorie de la continuité multidimensionnelle est lui. Verdun pensait sincèrement que le maître de la tour magique, Balrog, ne laisserait pas passer cela. Il a dit qu'il expliquerait tout sur la thèse s'il avait besoin de faire ses preuves. Balrog dit qu'il est vraiment surprenant et qu'il n'avait aucune idée qu'il y avait un tel talent parmi les chercheurs réguliers. Alors qu'il se tenait devant lui, il lui a posé la main sur l'épaule et c'était quelque chose que Vérin en était venu à regretter amèrement. Alors que Balrog sourit, plein de mauvaise volonté, lui disant de venir à son labo dans 2 jours, la nuit, Véridin dit « Si seulement il s'était enfui à l'époque, il n'aurait jamais eu à vivre cette vie de merde et il aurait été libre. » Alors qu'on le voit le jeter dans une cellule, il s'avère que c'est ainsi qu'il a été confiné de force dans le laboratoire, et cela fait de nombreuses années. Weather dit qu'il est toujours rempli d'une défiance inutile, et que demain ils vont augmenter l'intensité de l'expérience, alors il devrait s'y attendre avec impatience. Verdun dit qu'il est devenu ouvrier le jour et sujet d'expérience la nuit, et on lui a dit de créer un cercle magique et de valider sa théorie de thèse. Il lui injecte des drogues dans les veines et observe les réactions elles-mêmes pour inventer une nouvelle potion afin de prouver ses effets. Il a donné de force sa vie à la tour magique. Même s'il essaie de le dire aux autres, personne ne le croirait. Tout ce qu'il a reçu en retour, ce sont des menaces du maître de la tour de tuer les personnes qui lui sont chères. Alors qu'il est allongé seul dans sa cellule miteuse, il dit qu'il veut que tout soit terminé. L'air complètement découragé, il dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire maintenant. Il commence à rêver de son enfance, de jouer avec son ami Roland, de leur courir après. Il se demande ce qui se passe et pourquoi il fait ce rêve. Au fur et à mesure qu'il avance dans son enfance, lorsqu'il a commencé à travailler comme ouvrier à la tour magique, Rouëlan lui a dit qu'il voulait devenir un grand mage avec lui et qu'il devrait promettre qu'il travaillerait dur. Ils se sont fait une promesse ce jour-là, mais comme nous le savons, ça n'a pas vraiment marché. Si seulement son potentiel de croissance avait été un peu plus élevé, les choses auraient pu se passer différemment et il aurait pu avoir la vie dont il a toujours rêvé. Alors qu'il sort de sa cellule de prison, il réalise que ses rêves ne sont qu'une illusion et qu'il devrait simplement admettre que tout est terminé et qu'il mourra probablement ici, dans cette cellule. Des larmes commencent à couler sur son visage alors qu'il s'effondre contre le mur. Des tonnes de fourmis commencent à envahir sa chambre et il dit qu'il entend ce bruit à chaque fois qu'il fait des expériences. Il ne sait plus quoi faire car il n'a plus de force et qu'il vaudrait mieux qu'il meure. On entend une autre voix lui demander si c'est vraiment ce qu'il pense. Il dit qu'il n'y a aucune chance que ce soit ce qu'il ressent, du moins pas encore. Car c'est la fourmi qui lui parle, lui disant que ce n'est certainement pas fini puisqu'il est toujours en vie. Pour se venger et survivre, il doit s'accrocher et endurer. À chaque fois, il pense avoir gagné, et petit à petit, il renaîtra lentement. Et il ne sera plus jamais piétiné. C'est la seule façon pour lui d'exercer un grand pouvoir. Il finira par dépasser ses limites et ce n'est pas un désir mais une obligation. Verdun acquiesce et commence à serrer le poing en disant que ce n'est pas encore fini. Alors qu'il lève les yeux vers le clair de lune, il commence à ressentir de l'espoir. Il dit que ce cycle d'apitoiement sur soi se produit presque tous les jours et ce depuis 7 ans. Mais c'est quelque chose auquel il s'est habitué pour construire son arme de vengeance qu'il n'a pas pu déchiffrer dans sa théorie. Et qu'avoir un esprit intelligent ne suffit pas face à un grand pouvoir. Si c'est le cas, il doit simplement défier son destin. Il va redéfinir le cadre théorique et mettre au point une méthode de reconstruction de son corps comme jamais auparavant. Et il l'appellera la théorie du défi du ciel. Il a terminé une sorte de cercle magique en utilisant toute sa chambre comme base. Ses mains commencent à briller et il dit qu'il dépassera ses limites demain. Nous avons appris que la théorie du défi du ciel va lui permettre de reconstruire son corps, et cela n'a finalement été achevé que lorsqu'il a accepté la mort. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à prouver la théorie, et il a besoin d'un artefact qui lui permette de lancer de la magie une seule fois, même si son corps sans magie se brise en morceaux. Ce faisant, demain matin, il retrouvera sa liberté,
même si cela signifie mourir. La longue nuit était passée, et c'était enfin le jour où il mit son plan à exécution. Il commence à ouvrir la porte de sa cellule, lui disant qu'il est temps de nettoyer le laboratoire d'alchimie. Et Weller le traite de déchet. Il lui dit d'arrêter de rester là et d'aller nettoyer et panser ses coupures, lui demandant s'il va vraiment se plaindre à cause d'une petite expérimentation. Il lui rappelle que le festival approche, alors qu'il ne devrait même pas penser à se relâcher. Verdun ne répond pas, et Weller lui demande s'il ne l'entend pas ou quelque chose comme ça. Verdun dit qu'il va y aller et commence à sortir, puis réalise qu'il doit juste supporter la situation pour ce dernier jour. Alors qu'il est dans le laboratoire d'alchimie en train de s'assurer que tout est impeccable, on entend une femme lui demander s'il nettoie tout seul. On voit Roland et il lui demande ce qui l'amène ici. Elle dit qu'elle est venue dire au revoir à une amie avant de partir. Il dit qu'elle a déjà mentionné qu'elle allait étudier à l'étranger dans la ville magique de Vente et que c'est un privilège spécial accordé uniquement aux personnes les plus talentueuses. Il dit qu'il espère que tout se passera bien et elle lui dit que son offre tient toujours et qu'il peut l'accompagner à Vente. Contrairement à ici, il n'aura pas à faire face à des imbéciles arrogants qui le méprisent et il pourrait trouver de nouvelles opportunités d'apprendre dans la ville magique. Et puis, il ne devrait pas se faire de fausses idées. Elle voulait juste parler à quelqu'un, c'est tout. Il l'appelle, lui dit qu'il va rester ici, essayant de garder ses distances. Elle commence à avoir l'air un peu triste, dit qu'elle va lui écrire des lettres et saute dans sa voiture. Il la regarde partir, disant qu'elle ne sait rien. Elle ne sait pas ce qui s'est passé ici, et elle ne sait pas ce qu'il a subi pendant tout ce temps. Il est néanmoins reconnaissant que cela signifie qu'elle ne sera pas mêlée à son plan. Le jour du festival de magie arrive, l'une des fêtes les plus reconnues au monde, commémorant la construction de la première tour magique et célébrant le renouveau de la magie. C'est le jour le plus chargé pour la tour magique. Une fois le festival de magie commencé, les mages de haut rang partent tous pour la ville, ne laissant derrière eux que les mages de bas rang. Vera frappe à la porte et un homme lui dit d'entrer, lui demandant ce qui l'amène ici à cette heure-ci. Il lui dit que le maître de la tour lui a demandé de nettoyer les coffres au trésor. Il dit qu'il aurait dû obtenir la permission à l'avance, lui demandant s'il n'y avait pas pensé, le traitant de pathétique. Il l'avertit de ne rien rayer, sinon il devrait payer pour cela. Véridin dit d'accord et se dirige vers la salle au trésor et ferme la porte derrière lui. Il pose sa main sur l'un des artefacts et tout commence à devenir plus silencieux. Il dit que c'est un artefact pour bloquer le son et que maintenant ça va commencer. Alors qu'il commence à descendre les marches, il se dirige vers le trésor et nous voyons un artefact devant lui appelé le deuxième circuit. C'est un artefact artificiel que le maître de la tour a utilisé une somme d'argent astronomique pour créer. Il permet à un mage d'effectuer un triple lancer et réveille temporairement les talents latents de son porteur. Afin d'exécuter son plan, il a besoin du bâton, et pour l'obtenir, il doit désactiver le cercle magique protecteur. C'est un sort de 7e niveau créé personnellement par le maître de la tour lui-même. Il a passé les 7 dernières années à étudier lui-même comment le briser et le maître de la tour en serait fier. Alors que nous voyons de l'électricité violette sortir du cercle magique, Verdun hurle, disant qu'il va le détruire lui-même. Pendant ce temps, nous voyons des mages boire une tonne, disant que d'autres sont en train de s'amuser à garder la source d'énergie. L'un d'eux dit qu'ils ont tiré la courte paille après tout, et c'est pourquoi ils l'endurent tranquillement. Et si cela avait été basé sur l'échelle, il aurait été choisi. Il voit ensuite Verdun à la porte, disant que c'est le moment idéal et qu'ils ont besoin de plus d'alcool. Il dit qu'une fois qu'il sera devenu le maître de la tour, il n'aura plus besoin de boire cette merde bon marché. Et l'autre type lui demande s'il pense que le siège est si facile à obtenir. Dans la main de Verdun se trouve nul autre que le deuxième circuit. Et pendant qu'il jappe, le type se fait exploser la tête, ce qui surprend l'autre. Il crie, demandant à Verdun ce qu'il fait, alors que Verdun la pointe également sur lui. Il demande s'il est devenu fou, et Verdun dit qu'il ne s'attendait pas du tout à cette réaction. Il demande comment un humble rat hostile essayait de faire du mal à un mage, et il réparera son cerveau stupide. S'il survit à ce sort, c'est une magie de rang 3 appelée Tidalla. Alors qu'il commence à voler vers Verdun, Verdun contre-attaque avec sa propre magie de rang 3 appelée Earth Spear. Et je dois juste complimenter l'art. C'est un combat magique vraiment cool. Alors que la lance de terre vole droit vers le mage, il réalise qu'il est trop tard et qu'il ne peut pas esquiver car son sang gicle partout. Le mage demande comment diable quelqu'un de rang 1 peut utiliser la magie. Verdun demande ce qui le choque, disant que c'est ce qui arrive quand on s'en prend aux gens trop longtemps. Lui et la tour alors qu'il se fait un trou dans la poitrine. Il marche entre leurs deux cadavres, regarde par la fenêtre, disant que c'est la première fois qu'il la voit d'aussi près,
et que c'est la source d'énergie de la tour magique. Il lui a fallu 7 années entières pour en arriver là, et maintenant, en utilisant le mana de la source d'énergie, il va lancer la défiance des cieux. Et s'il échoue, il ne sait pas ce qui lui arrivera. Mais s'il réussit, il aura le monde entier devant lui, et il ne le saura jamais s'il n'essaie pas. Il plante le deuxième circuit dans le sol tandis que nous voyons un cercle magique géant sous ses pieds. Il commence à lancer le sort de réforme corporelle, ce qui défie les cieux en hurlant, activant toute la magie dont il dispose. Le cœur de la source d'énergie commence à exploser en émettant une lumière bleue brillante, tandis que nous le voyons briller directement dans le ciel depuis la tour magique. Un carrosse au loin peut même le voir, ce qui montre la quantité d'énergie utilisée. Nous entendons Balrog dire que cette tour magique est l'énergie de la source d'énergie, ce qui signifie que quelqu'un s'est introduit dans sa tour magique. Pendant ce temps, après qu'il semble y avoir eu une explosion géante, nous voyons les décombres de la tour magique et d'autres bâtiments, et quelqu'un tous en tendant les mains, et nous voyons que ce n'est autre que Verdant qui tient le deuxième circuit. Il commence à disparaître dans ses mains, et il dit qu'il a été suffisamment destructeur pour anéantir toute la zone. Et pourtant, le fait qu'il soit toujours en vie doit signifier qu'il suppose que c'était un succès au final. Il voit une lumière vive au-dessus. Tandis qu'il la fixe, il sent quelqu'un charger directement vers lui à toute allure à travers la forêt. Ce n'est autre que Balrog. Il se demande s'il a senti que quelque chose était arrivé à ses hommes. Balrog tend la main et lance une capacité qui explose là où se trouve Verdant. La fumée commence à se dissiper et il est pris au dépourvu lorsque nous voyons un cercle magique de téléportation. Il demande comment il a osé poser la main sur la tour magique et qu'il se fiche de qui c'est, que ce soit l'empereur lui-même ou même un enfant. Il les trouvera et les tuera tous, leur disant d'attendre, tandis qu'il commence à envoyer des éclairs dans toute la ville avec colère. Le lendemain, il dit qu'il a tellement sommeil qu'il ne peut pas bouger d'un pouce. Il veut juste rester comme ça. Il commence à sentir de l'eau sur ses lèvres et se réveille en se demandant ce qui se passe. Il se demande où cela l'a mené. Il regarde son reflet dans la rivière et se demande ce qui s'est passé, car son apparence a changé. Il se demande pourquoi il a cette apparence, car sa peau est claire comme du cristal et ses cheveux ont changé de couleur. Ses cheveux sont devenus cendrés et au lieu d'être marrons, ses yeux sont désormais bleu clair. Il demande s'il est devenu une autre personne et si quelque chose s'est passé pendant que son corps était en train d'être reconstruit, mais il pense que ça a marché. Il dit qu'après avoir rencontré les gens de la tour magique, il a réussi à défier les cieux, et avant que Balrog ne puisse le trouver, il s'est rapidement échappé en utilisant la magie de téléportation. Il a fini ici, dans une forêt qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il n'a pas non plus vu de ces plantes dans la tour magique de Bohème, ce qui signifie qu'il suppose qu'il a réussi à se téléporter à travers la moitié du continent. Il se met à rire, disant, en d'autres termes, qu'il a réussi à l'exécuter et s'est échappé en utilisant le cercle magique qu'il avait préparé à l'avance. Il se met à rire, disant qu'il est enfin libre, et il se sent tellement soulagé. Il dit qu'il se demande comment Balrog se sent en ce moment. Il est sûr qu'il est furieux. Depuis que la tour magique a été détruite, ils n'ont aucun moyen de savoir qui l'a fait ou si leur rat de laboratoire s'est échappé. Il a l'air tellement soulagé, mais dit que ce n'est pas assez comme vengeance. Bien qu'ils aient perdu de la main-d'œuvre, il est sûr que le maître de la tour a des contre-mesures. De plus, Balrog n'a pas reçu le surnom de l'Omnipotent sans raison, mais cela suffit pour l'instant. Pendant que la tour magique est en cours de reconstruction, il deviendra plus fort pour sa vengeance, et il détruira tout ce qu'il a construit sous ses yeux. Ce faisant, le mage Verdant entrera dans l'histoire car il se vengera et prouvera qu'il est un mage. C'est son seul but. Alors qu'il commence à rire, il devine que c'est un adieu à la tour magique pour un moment. Pouvons-nous simplement apprécier le fait qu'il ne s'agit pas d'un séquai ou d'une régression? Pendant ce temps, dans les bois, un gobelin est en train de découper des caisses. Alors que Verdant tend la main en disant un coupe-vent, il vole directement vers le gobelin, lui coupant la tête. Mec, il est épuisé. Il dit qu'il ne ressent aucune différence, et il suppose qu'il y a eu un problème lors de la reconstruction de son corps. Mis à part la couleur de ses cheveux et de ses yeux, son apparence est globalement la même. Même sa capacité de Mona n'a pas changé. Il n'a aucun moyen de savoir ce qui s'est passé pour l'instant, et c'est vraiment gênant. Il repousse la tête du gobelin d'un coup de pied, disant que comme les gobelins courent partout, il doit être assez loin du village. Il voit des traces de chariots sur le sol, disant qu'ils ont dû déposer leurs provisions en étant pressés. Il utilise la détection de mana car il doit trouver le propriétaire de la caisse. Il commence à sentir leurs monopattes loin devant alors qu'on les voit s'éloigner sur leur carrosse. Le type crie, dit qu'ils doivent courir plus vite, se demandant ce que c'était que ce bordel une fois qu'il s'est retrouvé dans une situation embarrassante.
Il dit que le problème n'était pas de tomber sur les restes des bandits qui auraient été éliminés récemment en traversant les bois. Il échoue même à négocier tout en disant qu'il a des liens avec le baron Pi. Et tous ces mercenaires s'enfuient, le laissant seul. Mais ce n'est pas le pire, car il y a un orc effrayant qui domine les autres, déchiquetant les gens sans effort comme des brindilles. Heureusement, l'orc était occupé à attaquer les bandits, car s'il ne l'était pas, il serait certainement mort à ce moment-là. Il entend un cri derrière lui, se demandant s'il est poursuivi. Il fouette donc les chevaux, leur disant d'aller plus vite. Sa calèche percute une bûche, ce qui le fait hurler et tomber. Alors qu'il reste allongé sur le sol pendant une seconde, il commence à se relever en disant qu'il a mal au dos. Il réalise alors que c'est grave. On voit un sourire diabolique, des tonnes d'yeux au loin, car c'est l'orc effrayant de tout à l'heure et un tas d'autres monstres. Il n'arrive pas à croire qu'il est sur le point de se faire tuer par des monstres qui commencent à charger directement vers lui. Il hurle et ferme les yeux, disant que tout est terminé pour lui jusqu'à ce que Verdant lance mur de terre pour protéger l'homme. Il dit qu'il a oublié de lui laisser un trou pour respirer, alors il doit faire vite. L'orc avec un sourire étrange lève les yeux vers lui et Verdun dit qu'il doit juste s'assurer qu'il est assez rapide et que ce ne sera pas trop grave. Ce sera son premier vrai combat s'il ne compte pas le gobelin de tout à l'heure. Alors que les orques commencent à crier, il dit que c'est parfait pour lui de tester ses capacités. Alors que nous voyons plusieurs boules de feu se lancer autour de lui. Alors que son feu commence à se propager dans les arbres, nous apprenons qu'il ne s'agissait pas réellement de boules de feu, mais plutôt de flèches multiflammes. Les orques et les gobelins commencent à brûler vifs tandis que le maléfique le fixe et se met à rire. Il pointe vers l'avant, poussant un rugissement tandis que les autres suivent son ordre, chargeant directement vers la falaise sur laquelle se trouve Verdun. Il recommence ensuite à lancer 2 fois les flèches multiflammes, cette fois en les associant à tourbillons. Alors qu'il tend sa main vers l'avant, elle se transforme en flèche de canicule, car il y a tout un éventail de cercles magiques. Des explosions géantes s'ensuivent, car tous les gobelins sont désormais cramés et brûlés au sol. Il dit qu'il se surprend lui-même. Il n'aurait pas pu tuer un seul gobelin auparavant, mais maintenant, il semble qu'il n'en reste plus aucun, et il va devoir faire sortir le cocher avant qu'il ne s'évanouisse. Il est venu jusqu'ici pour le sauver, mais ce ne serait pour rien qu'il meure. L'orc effrayant commence à tendre les mains vers Verdant. Il crie tandis que Verdant est surpris et se retourne, incrédule qu'il y en ait encore un en vie. Le sang commence à jaillir. Un peu plus tard, la calèche est heureusement de retour sur les rails, et le cocher, dont on apprend qu'il s'appelle Conrad, dit qu'il n'oubliera jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Et sans Verdant, il ne s'en serait jamais sorti vivant, affirmant qu'il ne pourrait jamais rembourser cette dette. Verdun lui dit de garder les yeux sur le chemin et qu'il retournera à nouveau le chariot. Le gars dit qu'il le fera et qu'il a presque oublié de demander, mais il était curieux, vu qu'il y avait une horde de monstres, s'il était en danger ou en difficulté, et il est désolé si c'est une question stupide. Verdun dit que Conrad parle beaucoup trop. Mais c'était un peu dangereux. À chaque fois qu'on voyait l'effrayant, il commençait à lever le poing pour attaquer. Mais Verdun préparait son sort car ce n'était autre que Coupe-Vent et il lui a coupé la tête avant même qu'il ne puisse lancer son attaque. Il dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Puis il a une question demandant à quelle fréquence les voleurs apparaissent dans cette zone, car il a entendu dire qu'ils évitaient généralement les zones où les bêtes sont courantes. Il dit que c'est la première fois qu'il les rencontre ici et que la forêt est sous le contrôle du baron Pi. Quand il était petit, il échangeait des lettres avec lui car ils avaient des relations et on lui avait dit que les voleurs de la région seraient vaincus. C'est pour ça qu'il a pris le même chemin que d'habitude sans mercenaires coûteux et que sa chance vient de tourner. Il devine. Verdun dit qu'il pensait que son sort avait peut-être échoué, mais il semble qu'il soit arrivé au bon endroit s'il se trouve sur le territoire du baron Pi. Bien qu'il ait effacé toutes les traces et changé d'apparence, il est toujours possible que la tour magique soit à sa recherche. Pour l'instant, il va cacher son identité et devenir plus fort. Conrad lui demande s'il l'écoute et Vérin dit qu'il semble ne pas s'être présenté. Il décide que le seul moment où il utilisera son nom Verdant sera lorsqu'il affrontera Balrog, lui disant qu'il s'appelle Asher, comme nous l'appellerons désormais. Au domaine du baron sur le territoire de Pi, nous voyons un homme surpris, demandant à Conrad ce qui lui est arrivé. Conrad dit qu'il a perdu du poids et qu'il s'est retrouvé dans une situation délicate avec des orques. L'homme s'excuse, disant qu'il est désolé, et que non seulement des voleurs ont attaqué, mais aussi des bêtes. Conrad dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter car ce n'est pas de sa faute. L'homme demande alors si c'est le mage qui l'a aidé et qu'il ne peut pas rester immobile alors que le sauveur de son ami est juste devant lui et il l'invite à entrer dans le château.
Alors que nous voyons Asher s'avancer, il dit qu'il aimerait les remercier de lui avoir fourni des vêtements, de la nourriture et un endroit où dormir. L'homme sourit en lui disant qu'il est le bienvenu et dit qu'il ne s'est pas encore présenté. Nous apprenons qu'il est le baron Pienrod, le responsable de ce territoire. Il dit à Asher de bien vouloir s'asseoir et lui demande si la nourriture est à son goût. Asher dit qu'elle est incroyable et Pi dit que pour avoir sauvé Conrad, il a préparé 5 millions d'élans afin qu'il puisse simplement lui dire où il en voudrait, même si cela peut paraître précipité de sa part de demander cela. Il aimerait l'embaucher pour un travail pour lequel il le paiera grassement. Asher dit que pour atteindre son objectif, il a besoin de plus d'argent, mais que cela lui donnerait aussi l'occasion de pratiquer sa magie au combat. Il demande donc quel travail il a en tête et nous avons appris qu'il y a quelques jours, ils ont trouvé des corps pendus à leur cou dans la forêt du sud. D'après leurs enquêtes, ils étaient tous résidents d'une ville agricole voisine. Ils ont découvert que la ville était complètement en ruine. Bien qu'ils ne sachent pas qui était derrière tout ça, ils ont découvert qu'il s'agissait de bandits. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de fouiller le territoire, ils n'ont rien trouvé, comme si toutes les traces d'eux avaient été effacées par la magie. Asher dit qu'il est possible qu'ils aient un mage parmi eux, ce à quoi Pi répond que ce n'est que spéculation pour l'instant. Asher dit que oui, demandant s'il a l'intention de le traquer. Pi commence à sourire en disant qu'il va le faire dans 4 jours, ce qui correspond au nombre de jours qu'il s'écoule lorsque nous voyons un groupe près. Un homme se présente comme un chevalier du baron et il est le commandant de ce plan nommé Enoch. Il présente 2 autres personnes, l'une nommée Harris et l'autre Peric. Asher se présente en disant qu'il est ravi de les rencontrer. Il avait le sentiment que ce serait une bonne occasion, mais il n'aurait jamais pensé que le travail consisterait à traquer des bandits, et il suppose qu'il devra considérer cela comme une récompense pour son séjour avec eux. Il demande si tout le monde fait également partie du plan. Enoch jette un coup d'œil et dit qu'ils sont des aventuriers. Il semble qu'ils se soient rassemblés parce qu'ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles un étrange orc serait apparu récemment et que la récompense pour l'avoir tué serait plutôt intéressante, car même les aventuriers de rang or sont là. Nous avons appris que les aventuriers de rang or sont au même niveau que les chevaliers ordinaires. En d'autres termes, ce sont des vétérans compétents, entraînés à utiliser l'énergie pour se renforcer et renforcer leurs armes. Il se murmure que les personnes de ce rang sont capables d'abattre des montagnes. S'ils ont encore besoin de lui malgré le fait qu'ils aient 3 chevaliers à leur disposition, cela doit être assez grave. Enoch dit à Asher de lui faire savoir s'il y a un mage parmi les bandits. Asher dit qu'il le fera, mais demande pourquoi ils ont besoin de lui. Enoch l'informe que normalement les mages de niveau 2 ont une force similaire à celle des chevaliers ordinaires, mais s'ils commencent à utiliser des sorts de crête longue, il leur sera beaucoup plus difficile de combler l'écart. Le meilleur des cas serait qu'il n'ait pas à affronter un mage en premier lieu. Asher dit que c'est malheureux. Puis, alors qu'Asher se tient devant tout le groupe, il dit qu'il y a un cercle magique juste devant eux et qu'il utilise dissipation pour s'en débarrasser. On le voit se briser car il était complètement caché derrière une sorte d'illusion, mais c'est vraiment un sort assez grand. Les gens commencent à paniquer et demandent ce que c'est, car un cercle magique si géant est apparu de nulle part. Asher dit que le sort qu'il vient de supprimer était pour le camouflage et que c'est un avertissement pour l'utilisateur de rester en retrait, mais il s'en occupera. Il fait glisser sa main vers le bas, brisant complètement le milieu du cercle, le faisant disparaître. Enoch est surpris d'avoir détruit un cercle magique aussi facilement, se demandant ce qu'il est. Les aventuriers, également appelés explorateurs, appartiennent à une guilde et reçoivent des commandes à travers le continent. Ils explorent des territoires inconnus ou repoussent les monstres qui menacent les gens. La mort rôde toujours aux côtés d'un aventurier, mais malgré cela, les gens l'admirent car le talent apporte richesse et gloire. Cependant, lorsqu'un aventurier devient si fort après de nombreuses expériences de mort imminente, il arrive qu'il ne puisse plus se contrôler et pointe ses lames vers d'autres humains, consumés par le désir et abandonnant son honneur. On voit 2 d'entre eux crier en disant « Bon sang !» Alors que les dégâts causés par le groupe de raids de Pi n'ont même pas encore été nettoyés, ils se font soudainement attaquer par des orques et des gobelins. Sans parler du fait qu'ils n'ont plus de nourriture. Un homme avec un katana crie, demandant à tout le monde ce qu'il faisait et qu'il devrait aller chasser quelque chose au lieu de marcher. Harris dit qu'il pense que c'est eux, demandant à Enoch quoi faire pendant qu'ils attendent ses ordres. Enoch lui dit que puisqu'ils ont baissé leur garde, ils vont les attaquer immédiatement. Asher lui demande d'attendre car il les a accompagnés en guise de contre-mesure contre les mages, mais ils n'ont pas encore évalué la force de l'ennemi. Si l'ennemi a un cercle plus élevé que lui, il risque de perdre. Il l'avertit que s'ils commencent à bouger, ils pourront l'attaquer. On apprend que son partenaire s'appelle Vilshon et il lui demande s'il veut aller les attaquer dans leur village.
Vilshun dit que ça ne marchera pas car le baron est fou de pendre les cadavres à l'arbre. Ils se sont cachés grâce à la magie de dissimulation, mais il est temps qu'ils commencent à bouger. Il a entendu dire qu'il y avait une ville appelée Martis à proximité et qu'ils allaient piller le village près de cet endroit. Mais pendant qu'il parle à travers elle, on voit que le sort d'Asher arrive, faisant exploser le sol à leurs pieds. Cette petite explosion évolue ensuite lentement en une énorme explosion couvrant la zone. Vilshun parvient à ériger une barrière tandis que Varya dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il y a une explosion venue de nulle part. Vilshun dit que ce n'est pas juste une explosion, c'est de la magie et que cela signifie qu'ils ont été découverts car Enoch et les garçons sont déjà enfermés. La barrière se brise sous l'attaque de groupe, ce qui fait que Vilshun commence à cracher du sang. Il tombe au sol et Varya crie son nom. Asher dit que la barrière de mana est une compétence défensive qui a un temps d'incantation rapide, mais qu'elle peut facilement être brisée car elle n'est pas durable. Briser la barrière envoie un impact énorme à son lanceur. Vari peut dire qu'ils ont un mage de leur côté. Asher dit que maintenant qu'ils connaissent leur force, il va affronter le mage comme demandé. Enoch dit qu'il va le laisser faire. Varya commence à dégainer ses deux lames, disant qu'il n'arrive pas à croire qu'ils aient engagé un mage, et il charge en avant, disant que cela ne se passera pas comme il l'avait prévu. Lui et Enoch commencent à s'affronter, puis il l'avertit qu'il va envoyer sa tête au baron en guise de réponse. Enoch rit, disant que c'est vraiment effrayant et qu'il peut essayer. Pendant ce temps, Asher utilise la maîtrise de la terre pour voler, pourchassant Vilshun, qui utilise un cercle magique. Il dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il est poursuivi. Mais heureusement, il n'est poursuivi qu'avec mur de terre. Seuls ceux qui sont au 3e cercle et au-dessus peuvent utiliser le vol, ce qui signifie qu'il est au moins un 2e cercle. Vilshun se retourne en pensant qu'il a le dessus. Alors qu'il commence à utiliser des flèches de glace multiples, il décide de le frapper en premier car s'il n'est qu'un 2e cercle, il le tuera ici avant de partir. Asher revient avec des flèches de flammes multiples, frappant directement Vilain en guise de contre, générant une énorme explosion. Cela crée un énorme cratère dans la forêt, et Vilshun dit que ce n'est pas mal pour un 2e cercle, mais il a choisi le mauvais type à qui s'en prendre, et s'il était venu avec un chevalier, il aurait été désavantagé, mais il peut l'affronter tout seul et s'enfuir. Asher dit qu'il n'a pas l'intention de le laisser partir. Vilshun dit que sa confiance et sa capacité à utiliser une magie d'attribut complexe à un si jeune âge sont vraiment rares, et qu'il n'a pas vu un talent comme lui depuis un moment, mais il n'aurait probablement jamais pensé qu'il se ferait écraser ici aujourd'hui. Alors qu'il lance la magie du 3e cercle appelée chute de glace, un énorme morceau de glace commence à atterrir directement sur Asher. Asher lève les yeux vers lui, mais nous le voyons s'immobiliser complètement car il ne bouge plus. Vilshun est juste confus alors que nous voyons des piliers de terre tout autour de lui, bloquant complètement le sort, le retenant avec une aisance totale. Asher lève alors la main en l'air, commençant à continuer sa magie. Alors qu'il serre son poing, des épines commencent à sortir de chacune des lances de la terre, prenant Vilshun par surprise et lui faisant comprendre qu'il peut utiliser une magie du 3e cercle. Asher lui dit d'aller de l'avant et de deviner quel type de magicien il est, car il commence maintenant à utiliser la glace. Vilshun réalise qu'il utilise non seulement un sort du 3e cercle, mais qu'il a également de multiples attributs. Et cela signifie qu'il a été trompé dès le début, car Asher le tue d'un pic de glace dans la poitrine. Alors que son corps atterrit au sol, il dit que c'était plutôt bien qu'il soit venu parce qu'il a maintenant appris à se battre contre un mage. Au loin, un autre orc entend ce combat car il tient une plaque d'aventurier dorée autour du cou. Elle est identique à celle qu'il a déjà tuée, mais d'une couleur différente. Nous avons appris qu'il y a quelques jours, Asher a créé un médicament expérimental en utilisant des ingrédients qu'il a ramenés de la tour magique. Il l'appelle le dilatateur de circuit magique. Quand il repense à ces jours infernaux qu'il a passés dans la tour magique, il ne voulait plus jamais tenter d'expérience sur les humains. Mais alors qu'on le voit crier et se tordre de douleur, il dit que c'est seulement grâce à cela qu'il a pu atteindre le 3e cercle. Il regarde Vilshun en disant que son frère est définitivement mort et qu'il devrait laisser des traces de la défaite des bandits s'il veut prouver qu'il a accompli son travail et gagner sa confiance. Il regarde ensuite la baguette qu'utilisait Vilshun et la ramasse en utilisant un sort appelé évaluation. C'est une baguette en pierre magique sur laquelle un sort a été appliqué. Elle réduit le temps nécessaire pour lancer des sorts et augmente l'efficacité de ses sorts attribués, elle pourrait donc lui être utile. Eric accourt, heureux qu'il aille bien, disant qu'il s'inquiétait pour lui après qu'il se soit occupé des autres bandits. Asher dit qu'il est désolé qu'il ait été plus fort qu'il ne le pensait, il lui a donc fallu du temps pour s'occuper de lui. Peric dit qu'à en juger par les dégâts sur le terrain voisin, il peut dire que c'était un combat difficile. Asher demande si l'on réussit à s'occuper de tous les bandits. Peric dit que oui, mais qu'ils doivent encore s'occuper de leur chef, qu'Enoch combat en ce moment même.
Cela devrait être fait avant leur retour. Alors qu'il met le cadavre de Wilson dans un sac, Asher dit qu'il veut demander une chose avant leur retour. Peric lui dit d'y aller et Asher demande ce qu'ils doivent faire des affaires des bandits. Alors qu'il semble réticent à lâcher la baguette, Peric dit que leur seigneur lui a dit que si quelque chose attire son attention, tant que ce n'est pas quelque chose dont ils ont besoin, il peut le prendre. Asher dit qu'il s'avère que le baron est peut-être juste un type bien et qu'il fera bon usage de la baguette. Il retourne au camp des bandits. Enoch le félicite. Il dit que sans lui, ils auraient eu plus de pertes. Mais Asher dit que non du tout, c'était en fait une expérience formidable pour lui. Varia est surpris que Vilchin ait été tué, disant que c'est impossible, et que si cela continue, ils seront tous traînés devant le Seigneur et exécutés. Il refuse de mourir dans cette campagne car il lui reste encore tant de choses à voir. Il n'a donc pas d'autre choix que de s'enfuir. Il commence à entendre des gens crier, alors il se retourne et le voit brandir son épée alors qu'il a tranché ses liens. Il charge vers Enoch et Asher, leur disant de s'écarter de son chemin. Il dit que sans la magie de Vilchin, ils ne peuvent pas traverser leur défense, et qu'il ne lui reste plus qu'une seule issue. Il tuera le chevalier, volera son cheval et s'enfuira d'ici. Alors qu'Enoch et lui commencent à échanger coup pour coup, il recule sa dague et la projette en avant. Enoch